Bienvenue tout le monde. Nous voici dans cette rencontre vraiment très très spéciale aujourd'hui avec Laurent Gounel, l'un des auteurs français les plus traduits dans le monde et qui est beaucoup plus que juste un romancier. C'est un homme qui parle, qui incarne et qui transmet une part de son cœur dans chacun des écrits qu'il pose sur ses feuilles de papier. Et ce moment est un moment très spécial pour nous chez Conchus parce que on a découvert les travaux de Laurent Gounel avec son premier livre et on a adoré le suivre. Et donc il y a une part de nous qui a cette interview et beaucoup de joie dans cet instant. Laurent, merci beaucoup de nous accompagner dans cette interview et cette découverte de celui qui est ton univers aujourd'hui. C'est un plaisir. Bonjour Iker, bonjour Virginie. On va te proposer une aventure. Ce qui nous a permis de rentrer en contact avec toi, c'est le sommet Les Dimensions de la Conscience, qui aura lieu le 29 janvier Le à Paris. 31. Pardon, 31, je bug à chaque fois. Le 31 janvier 2026 à Paris, et dans lequel tu vas intervenir avec le thème de l'intuition. Donc, ce qu'on avait envie, c'est à l'occasion de cette rencontre, vu que tu vas parler d'intuition, c'est que on rentre dans notre échange à travers la thématique de l'intuition, laisser l'intuition nous guider, et à partir de là, traiter quelques piliers qui représentent cette magie que tu apportes dans ce que tu incarnes et ce que tu écris, et ainsi nous permettre de comprendre et de vivre l'humain autrement à travers tes mots. Est-ce que ça te dirait que l'on Très bien, attaque par l'intuition? Eh très bien, bien. allons-y Bon direct programme. dans le vif. Raconte-nous l'intuition. Quand toi tu en parles, quel axe tu prends et comment tu l'habites? Écoute, moi d'abord, j'ai envie de dire en préambule que je suis de culture scientifique, de par mes parents d'abord, par ma formation également initiale, hein. Donc plutôt rationnel, on va dire, à la base, d'accord? À la base, on a plutôt développé mon cerveau gauche, et donc une posture, y compris parfois sceptique, par rapport à des phénomènes inexpliqués. Donc moi, tu m'aurais parlé d'intuition il y a encore 10 ans. Bon, même si j'utilisais volontiers le terme par-ci, par-là, en fait, j'aurais eu de gros doutes. Je t'aurais dit, oui, l'intuition, en fait, on dit ça, mais c'est une façon élégante de désigner le hasard ou des coïncidences. Mais j'aurais pas pu croire que ça existait réellement, en tout cas dans le sens où le définit le dictionnaire, c'est-à-dire si on ouvre aujourd'hui le Robert ou le Larousse, on regarde l'intuition, on lit que c'est un accès direct et immédiat à une vérité. C'est quand même très fort, quoi. Le dictionnaire nous dit on peut accéder directement et immédiatement à une vérité intuitivement. Et donc intuitivement, ça veut dire sans accès direct par nos cinq sens. Donc en fait, une information concrètement qu'on ne peut pas directement voir, entendre, sentir, toucher ou goûter, eh bien néanmoins, on peut la capter. On peut capter cette information. Donc concrètement, ça peut être aussi bien un objet caché dans la pièce à côté ou un événement situé qui est en train de se dérouler à l'autre bout du monde. Aucun indice préalable, aucun moyen que l'information nous soit rapportée, et néanmoins, on capte des éléments concernant cette information. Donc c'est ça l'intuition, et c'est vrai que donc moi, si on m'avait dit ça il y a 10 ans, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à y croire. Après, 10 ce ans qui s'est... plus tard, qu'est-ce qui t'amène à faire quel a été ce shift-là qui soudainement t'a fait basculer et aujourd'hui, c'est pas Une du tout la même rencontre. chose que tu défends. Une Une rencontre? rencontre, Iker, ouais, ouais, Virginie, ouais. En fait, je donnais une conférence à Paris sur, je sais pas quel thème, il y a peut-être 8 ans à peu près, 8 9 ans. Et un inconnu vient me voir à l'issue de la conférence. Il me dit, voilà, je m'appelle Alexis Champion, j'ai un institut qui s'appelle l'Institut Iris, qui forme à l'intuition et plus spécifiquement à une méthode qui s'appelle le remote viewing, littéralement visualisation à distance. Oui, Il me dit, oui. voilà, je suis un spécialiste de ça et, poursuit-il, je propose de vous former gracieusement en tête à tête pendant 3 jours. Alors, moi, je connaissais pas ce gars-là. Maintenant, j'avais déjà lu un article sur le remote viewing dans un magazine, dans une revue intéressante et fiable, donc je savais que ça existait, donc bon, ça m'interpellait. Bon, maintenant, moi, quand un inconnu vient me voir comme ça dans un lieu public et me propose de passer 3 jours en tête-à-tête, je suis quand même un peu sur la défensive. Donc, j'ai botté en touche, en fait, hein, courageux mais pas téméraire. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à mon agenda, à mon planning, donc j'ai facilement botté en touche. Sauf que il est revenu me voir 3 mois plus tard, avec la même proposition,
Et là, j'ai cédé. Donc j'ai dit OK. Donc j'ai réservé un lieu, je voulais quand même contrôler un peu certaines choses. On commençait par passer 3 jours ensemble. Donc il m'a initié à cette méthode. Alors cette méthode, c'est quoi? Cette méthode, je vais faire la version courte, hein, sinon il me faudrait 1 heure pour raconter tout ça. Mais grosso modo, c'est une méthode qui a été développée par un scientifique américain, un physicien du nom de Harold Puthoff, il y a très longtemps, il y a 50 ans, dans les années 70 aux États-Unis, à l'université de Stanford. Lui, il bossait au SRI, c'est le Stanford Research Institute. Et en fait, il menait des recherches dans ce domaine, il a fait les premières publications scientifiques. Et puis très vite, la CIA est venue le rencontrer dans son labo en lui disant, écoutez, on est très intéressé, travaillez avec nous et on va vous financer tout ça. Et comme lui avait des gros problèmes de financement, justement, il a accepté. C'est devenu un programme classé secret défense. D'ailleurs, le labo a déménagé, ils ont quitté Stanford, ils sont allés dans un terrain à Fort Meade, c'est près de Washington. Et puis, à partir de là, dans le plus grand secret, le Congrès américain a attribué un budget de plusieurs millions de dollars à ce projet, qui a été renouvelé pendant 25 ans et qui a permis donc des recherches très abouties. Et ça a abouti à quoi en l'occurrence? Ça a abouti à la mise au point de cette fameuse méthode, donc de remote viewing, qui permet d'accéder sur commande à son intuition. C'est-à-dire, en fait, ils sont partis d'un artiste qui avait ce qu'on voyait comme un don à l'époque, à savoir, on pouvait vraiment lui cacher un objet dans la pièce à côté et il le décrivait très précisément. Il n'allait pas forcément dire qu'est-ce que c'est, mais il allait le décrire. Et donc, nos scientifiques ont voulu savoir comment cet homme faisait pour avoir cette capacité, et ils en ont fait un modèle, une méthode, quoi, dans le but de former des gens, et c'est ce qui a été utile à la CIA, puisqu'en fait, ils ont formé des militaires dans ce programme, hein, afin d'identifier des cibles stratégiques. À l'époque, c'était du temps de la guerre froide, donc ils ont appris comme ça que les Russes fabriquaient un sous-marin très très particulier parce qu'ils ont montré à l'un des intuitifs qui travaillait, enfin qui faisait partie de l'équipe, ils ont montré une photo de satellite d'un hangar un peu bizarre qui attirait leur suspicion, puis ils ont demandé ce qu'il y avait dedans. Et l'intuitif a été capable de décrire un modèle de sous-marin tellement original que ses supérieurs de la CIA ne l'ont pas cru. Ils se sont dit non, mais là, t'as fumé la moquette, c'est pas possible. Et en fait, bah, quelques mois plus tard, le sous-marin a été mis à l'eau, ils l'ont vu et il ressemblait bien à ça. Donc voilà, c'est le genre de choses que faisaient ces intuitifs au sein de l'équipe. Et la bonne nouvelle, c'est que cette méthode est tombée dans le domaine public assez récemment. Et donc, on peut s'y former. Donc, Alexis Champion m'a formé à ça. Et moi qui étais, une fois de plus, avec ma posture un peu scientifique, comme très dubitatif au début, assez sceptique, eh bien, en fait, je suis tombé de ma chaise, quoi, quand j'ai compris que j'étais capable, comme tout un chacun, en appliquant cette méthode, de décrire précisément un lieu mystère ou un objet caché, ou encore un événement qui avait lieu à l'autre bout du monde. En fait, ça a bouleversé complètement ma vision, ma compréhension du monde, en fait. Pour moi, le monde, ça fonctionnait pas comme ça, quoi. Est-ce que dans cette approche, le fait d'arriver au premier abord avec du scepticisme, est-ce que c'est une barrière à franchir ou la méthode est à l'épreuve du scepticisme? Et peu importe avec quoi tu viens dans ta tête, la méthode aboutit à des résultats. Oui, la méthode qui est très exigeante, hein, c'est un protocole qui est très très structuré, très long et assez fatigant, il faut bien le dire, à mettre en œuvre. Elle est à l'épreuve du scepticisme sans aucun problème. En revanche, moi je fais parfois l'expérience, comme je vais le faire d'ailleurs le 31 janvier avec le public hein, qui viendra à la conférence, je conduis les gens à travers une exploration intuitive d'un lieu mystère. Donc je prends un lieu mystère et je leur pose des questions très ciblées qui vont activer leur sens, puisque on en parlera sans doute tout à l'heure, mais l'intuition se manifeste corporellement et utilise nos sens comme vecteurs, quelque part. Mhm. Je pose des questions bien ciblées pour les amener à entrer en contact avec leur intuition. Mais j'applique pas la méthode. Pourquoi? Parce qu'il y a rien que pour les former à la première phase de la méthode, quand on comprend 6 ou 7, il me faudrait 3 heures, quoi. Donc c'est pas possible en conférence. Et néanmoins, ils parviennent à capter les choses. Et pourquoi je te dis ça en réponse à ta question? Parce que si, mais je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, mais si quelqu'un venait à la conférence en n'y croyant pas du tout, dans la mesure où moi je n'appliquerais pas la méthode, je ne leur ferais pas appliquer la méthode, là en effet, ils se couperaient de leur capacité. C'est-à-dire si à un moment donné, et ça c'est vrai pour tout le monde dans la vie courante, je dirais, c'est qu'au-delà de la méthode, nous avons tous cette capacité
Et je pense que c'est arrivé, peut-être à toi, Iker, ou toi, Virginie, de penser à un ami, et puis hop, votre téléphone sonne, et c'est l'ami en question. Je parle pas de votre maman qui vous appelle tous les jours, hein, mais voilà, un ami dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un certain temps, le téléphone sonne. Et ça c'est l'intuition. C'est-à-dire, en fait, vous avez capté l'information de l'appel avant même que ça sonne. D'accord? Donc ça arrive à tout le monde, sauf à ceux qui n'y croient pas, quoi. C'est-à-dire, si vous croyez pas, si vous dites non, mais ça, Ça qui c'est pose une la question. foutaise, c'est juste impossible, à ce moment-là, vous captez rien. En fait, c'est même pas que vous captez rien, c'est que vous vous coupez tellement de vos ressentis corporels liés à ça, ou de leur conscience, bah, que finalement, vous n'en faites rien. Et donc, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a une part d'inné dans cette capacité d'écouter ses intuitions. Il y a une part d'inné, mais en même temps, c'est quelque chose qui se travaille. Ouais, Tu vois, par exemple, les méthodes. oui, l'intuition, c'est une capacité naturelle, on l'a tous, surtout les enfants. Pourquoi surtout les enfants? Parce qu'ils ont beaucoup moins développé leur mental avant d'aller à l'école. Et en fait, plus on développe notre mental, moins se, on se connecte facilement à son intuition. Le mental est le pire ennemi de l'intuition. Pourquoi? Parce que l'information, sauf cas exceptionnel, comme par exemple, c'est l'exemple que je viens de donner de l'ami auquel on pense, on a une image précise de l'ami, mais sinon, c'est pas comme ça que ça marche en général. Si on va chercher une information, par exemple un lieu mystère, comme je vais le faire pendant la conférence, l'information vient de manière totalement dénuée de sens, de manière sensorielle. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir une couleur qui va apparaître, une forme, des odeurs, des ressentis, des émotions, donc plein d'informations, mais qui sont toutes sensorielles et dénuées de sens. Sauf que l'être humain a besoin de sens. Et quand il manque de sens, il donne du sens aux choses. Et à ce moment-là, il va interpréter avec son mental. Et quand on interprète des éléments sensoriels issus de l'intuition, en général, on se plante 99 fois sur 100, si c'est pas dans 100% des cas, quoi. Et donc, pour bien intuiter, si vous me permettez ce néologisme, eh bien, il faut débrancher le mental. Il faut débrancher le mental et accepter de rien comprendre à l'information qui arrive à nous. Et c'est seulement dans un second temps, mais vraiment nettement ultérieur, que là, on peut se poser, utiliser notre mental pour décoder en disant ouais, ok, qu'est-ce que j'ai capté? Et finalement, ben, qu'est-ce que ça peut être, cette information qui arrive de manière comme ça fragmentée et dénuée de sens? Ce qui est aussi, ce que j'entends, c'est, il y a le piège de s'enfermer dans le mental et donc une attention concentrée sur la réflexion, l'intellect et le décortiquement rationnel de l'information. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'au-delà de ça, il y a une attention plus vaste qui va nous permettre alors déjà de commencer par étape préliminaire, une attention aux cinq sens. On ne sait pas ni comment ils vont se manifester, ni de quelle façon, mais ils vont se manifester. Donc déjà, il y a une qualité de présence qui s'impose dans l'instant, parce qu'elle ne peut que s'opérer que ici et maintenant. Tout à Et fait. ça, c'est la porte d'entrée. On pourrait dire, tu coupes ton mental, tu ouvres, et tu sais pas par où ça va venir, mais écoute partout, parce que ça peut venir de n'importe quel moment. Oui, sachant que ça se manifeste, ça les recherches l'ont montré, ça se manifeste dans un endroit particulier qui est notre corps, Oui, sauf dans la tête. sur la tête, oui, oui. Donc à travers des sensations physiques. Est-ce qu'il y a Exactement. un rapport, nous avons 5 sens, est-ce qu'il y a un rapport spécifique? Est-ce que c'est plutôt kinesthésique? Est-ce que c'est plutôt visuel? Ou chaque personne a à découvrir on va dire, son Ouais, son bouquet, vecteur. ouais, Ça son porte bouquet, d'entrée, quoi. son entrée. Voilà, merci. Ce que chaque personne a à découvrir, c'est la zone de son corps où ça se manifeste par des micro-mouvements. Puisqu'en fait, aussi bizarre que ça puisse paraître, les recherches ont montré que l'information arrive à nous et se manifeste dans notre corps sous forme de petites vibrations, de micro-mouvements. Et ça peut être n'importe où dans le corps. Donc moi, j'ai appris que, par exemple, c'était beaucoup dans mon ventre, que je ressens les choses dans mon ventre. Pour d'autres, ça peut être dans les mains, des petites vibrations dans les mains. Pour d'autres, ça peut être ailleurs. Pour certains, c'est même des cils, ils parlent des mouvements des cils. Donc, à chacun de découvrir où ça se manifeste. Et la méthode, en fait, elle permet quoi? Elle permet de faire passer l'information de ces micro-mouvements vers nos sens pour que des images jaillissent dans notre esprit, ou des sons, ou des odeurs, ou des sensations. Mais à la base, ça se manifeste toujours dans le corps par des micro-mouvements dont on n'a pas forcément conscience. Tu n'as pas l'impression, depuis à peu près une dizaine d'années, ça avait commencé, il y a une grosse vague de, de montée en puissance de toutes ces méditations, pleine conscience. On était sur des approches très contemplatives, mais
laïque et grand public, qui était démystifié. Et si tu te rappelles, pas beaucoup plus longtemps que ça, hein, il y a une quinzaine d'années, tu parlais de méditation, tu avais le Mi Vidi Vido Fest. Ça allait assez vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il y a 10 ans, ça a explosé. Il y a toutes les cautions scientifiques avec le MIT, John Kabat-Zinn, toutes ces études. Et ça a commencé par là. Maintenant, effectivement, il y a eu la déclassification des documents sur le remote viewing, des choses qui, il y a encore 10 ans, on nous aurait dit, mais tu rêves. Et en fait, non, c'est une grosse partie de la guerre froide qui a été faite à travers ces pratiques qui étudiées avec une méthode, une mise en application et des résultats concrets pour qui les testent. Aujourd'hui, on parle de ces thématiques-là. Est-ce que tu ne penses pas que sur une toile de fond d'évolution sociétale, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un changement paradigmatique majeur sur comment on est en train d'appréhender ce qui est réellement notre capacité, notre potentiel, que la notion du terme purement de conscience commence à prendre une densité, comme si on pouvait commencer à la toucher et voir même, alors ce serait prétentieux de dire, du poser des frontières, mais au moins de se dire, OK, je vois où est le chemin sur lequel je peux m'engager. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre vraiment un véritable point de bascule ces 10-15 dernières années dans lesquelles l'humain est en train de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand et qui serait comme une nouvelle terra incognita? Écoute, ta remarque est vraiment très pertinente, Iker, parce que la France est non seulement la patrie de Descartes, mais aussi un pays qui a connu la Révolution il y a 2 siècles, la Révolution qui nous a permis de nous libérer d'un certain obscurantisme d'origine religieuse. Et on a peut-être jeté le bébé avec l'eau du bain. Et donc aujourd'hui, la France est un pays très très majoritairement ultra athée, mais athée pas dans le sens qui ne croit pas, qui serait plutôt agnostique, plutôt je ne sais pas, non, non, je ne veux pas dans le sens scientifique. Un scientifique, s'il est honnête, il dit je ne sais pas. Par exemple, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, je ne sais pas si la conscience existe indépendamment du cerveau, etc. Un athée, c'est quelqu'un qui a une croyance, exactement comme une croyance religieuse. En fait, l'athéisme est une religion comme les autres, quoi. C'est la religion du néant, du vide, quoi. Bon, c'est pas de la moquerie de ma part, hein, parce qu'on ne sait pas qui a raison. Mais c'est important en tout cas de prendre conscience de ça, quoi. L'athéisme est une croyance comme les autres. Et donc voilà ce qui est devenu la France. Et quand je dis on a jeté le bébé avec l'eau du bain, oui, parce que à partir de ce moment-là, je pense vraiment, je positionne ça avec les Lumières, en fait, la révolution des Lumières, eh bien, on a rejeté tous les phénomènes qu'on ne savait pas expliquer. Même si ces phénomènes, on pouvait les constater. Et ça, on se rend compte encore aujourd'hui, de moins en moins heureusement, et c'est le sens de ta question, mais on se rend compte encore aujourd'hui où il y a un certain nombre de scientifiques avec lesquels on ne peut pas aborder certains sujets. Un médecin est super mal à l'aise si on commence à le questionner sur les EMI, hein, les expériences de mort imminente, en lui disant comment ça se fait que un grand-père dans le coma là, se réveille et finalement est capable de décrire ce qui se passait dans la pièce à côté, alors qu'il était dans le coma. Comment vous l'expliquez? Eh ben, ils sont super embêtés. Et ils évitent le sujet et ils n'abordent pas ces sujets-là en conférence, ni nulle part, ni dans leurs publications, parce qu'ils ne savent pas l'expliquer. Heureusement, de plus en plus de scientifiques s'ouvrent à ces phénomènes inexpliqués et acceptent qu'il y a peut-être des explications autres que celles que la science peut fournir aujourd'hui et qui sont donc d'ordre spirituel. Moi, il y a quoi? Il y a 3 mois, j'ai co-animé une conférence lors d'un congrès de médecine. Je l'ai co-animé avec un médecin anesthésiste, de Baptiste Vallée, quoi, un anesthésiste à l'hôpital de Bordeaux, quoi. Et il racontait à un moment donné pendant la conférence une anecdote très parlante. Et il raconte qu'un matin, il se rend au bloc opératoire, et il croise dans le couloir qui mène au bloc, il croise voilà, une infirmière anesthésiste qui dit: Ce patient, je ne le sens pas. La formulation, au passage, est très intéressante parce que c'est en effet dans le langage populaire qu'on utilise cette formulation. On va dire cette personne, je la sens pas, cette proposition ou ce projet, je le sens ou je le sens pas. Et on pourrait dire, mais c'est pas très rationnel, c'est pas très exact comme vocabulaire, parce qu'un projet, il est bon ou il est mauvais, ou il y a des critères qui nous permettent d'évaluer son intérêt. Et puis pareil, par rapport à une personne, je sais pas, quand vous recrutez quelqu'un, par exemple, pour votre média, vous basez sur un CV, ou sur des faits rationnels, ou des tests de personnalité, ou je sais quoi, des choses qui sont assez tangibles, rationnelles. Et pourtant, il y a quelque chose du l'ordre de je le sens ou je le sens pas, quoi. Donc, bref, revenons à cette infirmière qui formule ça ainsi. Donc, lui est assez surpris quand même. Bon, il continue son chemin, il arrive au bloc opératoire, il tombe sur le patient, et il raconte que, il est envahi exactement par la même émotion que l'infirmière.
Lui aussi se dit: «Ah, c'est bizarre, mais ce patient, je le sens pas». Il ne comprend pas pourquoi. Du coup, il se précipite sur les examens. Vous savez, on fait faire toujours des examens avant une anesthésie au patient. Il regarde tout ça en détail et tout est nickel. Bon, bah, c'est nickel. Là, pendant ce temps-là, le chirurgien est en train de s'impatienter. Donc, il dit à l'infirmière, anesthésiste, bah, écoutez, allez-y, on le pique. Elle lui pique le bras. Immédiatement, son bras devient tout bleu. Bizarre. Bon, bah, on pique une veine dans l'autre bras. Le bras devient tout bleu. Et là, il dit, on arrête tout. On arrête tout, on refait tous les examens. Le chirurgien n'est pas très content, il poireaute. On refait tous les examens. Ils refont les examens. Il y avait une erreur d'aiguillage quelque part au niveau des résultats d'examen. Le patient avait une maladie grave de coagulation. Il l'aurait opéré ce jour-là. Il serait mort. Et heureusement que ce médecin anesthésiste et avant lui l'infirmière ont écouté leur intuition. Ça, c'est un exemple typique, voilà, d'intuition. Donc, le fait même que ce médecin en parle aujourd'hui, et en parle en public, hein, lors d'une conférence, dans un congrès de médecine, veut dire qu'il y a de plus en plus de scientifiques aujourd'hui qui osent aborder ces sujets. Il y a de plus en plus de scientifiques qui s'interrogent sur la conscience. Tu en parlais à l'instant, Iker. Qu'est-ce que la conscience? Jusque-là, les scientifiques disaient que la conscience, c'est quelque chose qui émerge dans notre cerveau, donc c'est situé vraiment dans la boîte crânienne. Et puis ça émerge quand on arrive à un certain degré de complexité du système neurologique. Ok, c'est une explication. Mais si c'est la vérité, comment expliquer l'intuition? Comment expliquer que ma conscience est capable de capter des informations sur un événement qui se déroule à l'autre bout du monde, à 20 000 km? Comment l'expliquer? Ben, ces scientifiques qui vous disent que la conscience est située dans le cerveau, ils ne savent pas répondre à ça. Comment expliquer les EMI? Comment expliquer qu'un aveugle de naissance qui se retrouve dans le coma et qui vit une EMI voit pour la première fois de sa vie? Et lorsqu'il revient à la conscience, il dit j'ai vu mon corps. Pour la première fois de ma vie, je sais enfin à quoi je ressemble. Il est capable de décrire les médecins, les infirmiers, les infirmières, tout le monde, et même ce qui se passait une fois de plus dans la pièce à côté. Comment l'expliquer si la conscience est dans la boîte crânienne? C'est pour ça que dès qu'on parle d'intuition, pour moi, tout de suite on arrive dans le spirituel. Tout de suite, parce que si Ouais. on aime Juste, comprendre, pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu. En oui, je fait, vous en prie. j'ai une question qui me brûlait les lèvres parce que on est aujourd'hui, tu citais bien, on est en France dans un pays laïque, parfois athée. La notion de spiritualité, elle s'est, au gré de peu de générations, pas beaucoup, elle s'est délitée à un point où aujourd'hui, on aurait des difficultés à définir ce que c'est réellement, ce dont quoi on est en train de parler. Est-ce que on parle de ce changement paradigmatique que l'on est en train de vivre, mais en même temps, tout ce que tu es en train de décrire est une approche qui est expérientielle. Elle n'est pas intellectuelle. C'est tu vis des choses dans ton corps. Tu expérimentes ça. Donc, il n'y a pas moyen qu'on te dise c'est vrai ou c'est pas vrai. Tu le vis ou tu le vis pas. Tu utilises ton corps comme filtre. Est-ce que, euh, à travers cette approche expérientielle, est-ce que nous ne serions pas en train de vivre euh, en même temps une, enfin, alors, excuse-moi l'expression, mais comme si on remettait l'église au milieu du village, de façon à ce que, ok, on ne va pas prendre la voie dogmatique qui n'a pas marché dans l'histoire que l'on a connue. Maintenant, le monde est en train de changer. Il t'ouvre à d'autres capacités. Et en t'ouvrant à cette capacité, tu ne peux qu'à un moment donné te poser la question, il y a quelque chose peut-être de plus grand que moi. Bien Ou je sûr. suis peut-être plus grand. Est-ce qu'on n'est pas dans une nouvelle Oui, oui. découverte de la notion de transcendance à travers un chemin alternatif et beaucoup plus entendable par l'immense majorité des gens aujourd'hui? Mais tu vois, cette évolution que tu décris très bien, elle peut avoir deux origines. Elle peut venir d'une expérience, comme ce que moi j'ai vécu avec l'intuition et que je vis maintenant au quotidien, parce que j'utilise au quotidien mon intuition. Elle peut venir aussi, je dirais, du fait qu'on est arrivé au bout d'un modèle, pour pas dire au bout d'un système. C'est-à-dire justement, l'athéisme a conduit à une société ultra-matérialiste au sens philosophique du terme. C'est-à-dire, en fait, la grande majorité des gens, dans un pays comme le nôtre, croyaient, ou croient encore, que la vie n'est que matière, quoi. Donc, en fait, un être humain, c'est juste des atomes assemblés en molécules qui s'assemblent pour former des organes, et puis le corps, et puis rien d'autre, quoi. Et puis à notre mort, bah, tout ça disparaît, et c'est fini, quoi. Donc cette vision purement matérialiste de la vie a abouti à un mode de vie, parce que c'est indissociable, pour moi le mode de vie est tout à fait indissociable de la perception, de la compréhension du sens de la vie, mais il a abouti à un mode de vie dont on voit aujourd'hui les limites.
On voit les limites, bien sûr, à un niveau environnemental, hein, voilà, on sait que on commence à comprendre que la planète suffira pas pour continuer notre mode de vie actuel si tout le monde s'y met, quoi, et c'est le cas. Mais au-delà de ça, il atteint ses limites parce que les gens, en tout cas ceux qui accèdent à un certain niveau de consommation matérielle, ben, réalisent la vacuité de la chose. C'est-à-dire quand on a, comme vous et moi, j'imagine, le moyen d'avoir une voiture, un logement et puis d'assouvir en bonne partie nos désirs matériels, ben, en fait, on réalise que ça suffit pas, quoi, qu'il manque quelque chose et même, voire même que ça apporte rien. C'est-à-dire quand vous avez une voiture, d'avoir une seconde, ça n'apporte rien de plus, ça vous rend pas plus heureux. Et si vous en faites l'expérience, vous en avez la preuve, quoi. Et il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui comprennent que bah, non, la vie, elle peut pas être là, elle peut pas se résumer à ça. Parce que en fait, le modèle matérialiste du monde nous conduit inexorablement à la conclusion que le sens de la vie, c'est de consommer du plaisir, c'est avoir du plaisir. D'où la course à l'argent, d'ailleurs. Parce que l'argent permet d'acheter des plaisirs. Donc c'est vraiment notre modèle du monde, notre vision du monde, notre perception du sens de la vie qui conduit à l'argent et la consommation de plaisir. Et ceux qui y ont accès ben, comprennent très vite que ben, en fait ça n'apporte rien, quoi. Et que c'est pas satisfaisant et qu'il y a autre chose. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens ont de plus en plus besoin d'un peu de magie, j'ai envie de dire. D'où sans doute le renouveau de la spiritualité. Et c'est accéléré spécifiquement en France par le fait que l'État est en faillite. C'est pas moi qui le dis, c'est un ancien premier ministre. L'État est en faillite. Donc les gens, surtout en France, on a un système quand même un peu Big Mama où on surprotège les gens, tout le monde vit d'allocations, machin, etc. Et là, les gens commencent à comprendre que ça va pas durer éternellement, quoi. Ce système, voilà, lui aussi, il est arrivé au bout et finalement, il va peut-être falloir compter un peu sur autre chose que sur le système pour nous faire vivre, quoi. Et donc, beaucoup de gens sont déprimés. Ça, c'est certain. Il y a quand même une morosité ambiante qu'on peut tous ressentir, notamment dans les grandes villes. Et ça accentue ce besoin de spiritualité, quoi. C'est-à-dire, les gens se disent, j'en peux plus de cette vie matérielle qui de toute façon mène nulle part et on va dans le mur, on s'en rend compte dans tous les domaines. Donc il y a une aspiration très très forte pour un peu de magie dans nos existences, pour la spiritualité. Donc c'est là où la spiritualité a sa part, je crois. Est-ce que tu nous permets de... on est dans l'intuition, mais en fait, au gré de nos échanges, on est en train d'ouvrir un champ très vaste parce que euh, il y a un énorme degré d'intériorité dans tout ce que tu es en train de décrire. Et donc, vraiment contemplation intérieure, connaissance intérieure, écoute intérieure, ce qui longtemps ont été des qualités qui étaient rattachées plutôt au genre féminin, à l'énergie féminine. Nous, c'est une notion qui nous tient beaucoup à cœur, cette dichotomie. Si on prend sur une logique purement yin-yang, hein, on n'est pas dans l'opposition des Oui, oui, genres, pas oui, du oui. tout. Une logique yin-yang, c'est-à-dire comment deux énergies complémentaires viennent habiter dans une personne, c'est une notion qui nous tient beaucoup à cœur. Et d'ailleurs, on va lui dédier le prochain numéro du magazine, cet équilibre des deux. Et quand tu nous parles d'intuition, il y a toute cette partie. Donc, on t'entend toi, un homme qui parle de toute cette approche intérieure. Tes livres retransmettent beaucoup de cette intériorité et comment l'être se révèle à lui-même à travers cette intériorité. Euh, Aujourd'hui, cette intuition nous ouvre à un autre espace de potentiel qui était un peu trop dichotomique historiquement, ou du moins dans l'éducation que nous avons eue. Euh, comment vois-tu cet équilibre entre cette énergie, on va dire, de mouvement, d'expansion, de faire, de mouvement, d'action euh, extérieure, et en même temps, ce que tu décris, qui passe pour la découverte de cette intuition, passe par un chemin qui, au contraire, de contemplation intérieure, d'observation, d'attention, de calme, de sérénité, de non-mouvement, vacuité, tu utilisais le terme tout à l'heure, plutôt qu'à l'opposition, mais la complémentarité du plein. Tu vois toutes ces choses-là, Oui, oui. nous les avons tous. Et comment comprends-tu la cohabitation de ces deux qualités-là dans un monde qui est unique presque exclusivement dans le faire pour arriver à embrasser cette nouvelle dimension de conscience de l'humain et d'équilibre? Je ne sais pas si ma question est claire. Écoute, je sais pas si elle est claire, en tout cas, le sujet est vraiment pertinent, quoi. Non, non, si, si, elle est vraiment intéressante ta question parce que
moi, tu vois, j'ai 59 ans. Donc, j'ai un petit peu de recul sur l'évolution de la société. Et je me souviens quand j'étais gamin, si tu veux, un homme et même un garçon, il devait être très garçon. Donc vraiment, il devait manifester dans son comportement, dans son existence, toutes les caractéristiques masculines. Donc un garçon, bah, il devait jouer aux petites voitures, il devait jouer au foot, il devait être plutôt bagarreur, il devait être dans l'action, etc. Et une fille, elle devait jouer à la poupée ou parler avec ses copines, etc., etc., être dans la douceur, être maternante. Et moi, j'en avais conscience à l'époque. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours été très féminin. Même si je suis un homme et que je me suis avéré être hétérosexuel, bah, néanmoins, j'ai toujours été très conscient de ma part féminine. Et quand j'étais enfant, je jouais à la poupée, quoi. Ma grand-mère m'avait appris à tricoter et même à crocheter. Et donc, je crochetais des vêtements pour mes poupées. Tu vois, et je détestais jouer aux petites voitures. Je n'ai jamais compris l'intérêt. Sans parler du football, j'ai joué une seule fois au foot, c'était au collège, et j'ai marqué un but dans nos propres buts, ce qui m'a valu la colère de tous les camarades. Tu vois. Donc pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'était quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, c'est plutôt pareil, quoi. Aujourd'hui, les hommes sont, je dirais pas qu'ils sont plus féminins, en tout cas, ils acceptent en eux une certaine part de féminité, même s'ils sont, comme moi, hétéros, quoi. Ils se sentent pas obligés d'être dans la compétition, d'être dans l'action, etc. Ils sont beaucoup moins, voire plus du tout macho, et ça c'est tant mieux. Et de même, les femmes s'autorisent à agir comme le faisaient autrefois les hommes. Pourquoi c'est bien selon moi? Parce que le monde a besoin des deux. Il y a pas des valeurs qui sont bonnes et d'autres qui sont mauvaises entre le yin et le yang, le masculin et le féminin. Et je pense que la société a besoin d'un équilibre. On a besoin d'un équilibre, quand je dis la société, et c'est vrai aussi au niveau de chaque individu. Donc je crois que c'est une évolution pour chacun de développer la part autre que celle qui est inhérente à son genre, quoi. Et c'est vraiment ce que j'observe, moi, ce que j'observe autour de moi aujourd'hui. Donc je le vis d'un bon œil. Je me méfie juste quand je vois certains mouvements, pas tous, hein, mais certains mouvements féministes qui tendent à revendiquer le droit d'une femme à devenir un homme finalement, même si elle le formule absolument pas comme ça, quoi. Mais c'est comme si finalement, à l'époque, et ça c'était triste en effet, les femmes étaient cantonnées au rôle que j'ai décrit précédemment, et bien comme si maintenant leur évolution c'était forcément d'adopter le rôle inverse, quoi. Et donc de devenir des hommes comme les autres, bagarreurs, compétitifs, etc. Et on le voit pas mal au cinéma, où maintenant c'est très souvent une femme qui a le gun à la main, etc., qui est combative. Alors une fois de plus, il n'y a pas de mal à ça, mais ce serait une erreur de le considérer comme l'évolution, l'avenir de la femme. Non. C'est bien, ça peut être très bien en effet qu'une femme développe une part masculine, et le monde a quand même besoin aussi d'une part féminine, il ne faut pas l'oublier. On a vraiment besoin des deux. Et donc je me méfie beaucoup, et ça c'est vrai, quel que soit le sujet d'ailleurs, d'une croyance qui consiste à, à être convaincu que si une chose est mauvaise, la solution est à l'opposé. Et ça, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas, non. C'est bien de faire évoluer les choses, mais pas passer d'un bord à l'autre. Ton message est un message d'équilibre. C'est que dans ce que tu décris, dès le moment, si on part sur une philosophie orientale dans laquelle on a une polarité permanente entre une énergie yin et une énergie yang, euh, euh, la question est ensuite où trouves-tu l'équilibre sans ignorer l'une au profit de l'autre. Ton message est un message d'équilibre. Oui, 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 je suis convaincu de cela, quoi. Vraiment, quoi. Et l'évolution pour moi, et notamment sur l'évolution sociétale, mais aussi individuelle, parce que pour moi les deux sont vraiment liés, quoi. C'est de développer, je dirais, les parts bénéfiques, les parts positives de chacune de ces manifestations. Parce qu'il y a une part positive, il y a une énergie masculine positive, une énergie féminine positive, mais il y a aussi une énergie masculine négative et une énergie féminine négative, quoi. L'énergie masculine négative, pour moi, ça va être la compétition, la bagarre, la guerre, comme on le vit en ce moment. Ça, c'est l'énergie masculine négative dont le monde n'a pas besoin, quoi. L'énergie féminine négative, ça va être une énergie qu'on connaît bien en France, justement, je l'évoquais un peu tout à l'heure, qui est surprotectrice à un point qu'elle prive les gens de leur autonomie, d'une partie de leur énergie, et aussi d'une capacité à développer accéder à certaines ressources, en fait.
on le voit dans l'éducation. Quand on surprotège un enfant, et c'est un petit peu, malheureusement, ma tendance avec, avec le mien, quand on surprotège un enfant, en fait, paradoxalement, on lui envoie le message qu'il n'est pas capable, hein. Mm. Donc on l'aide pas. Alors on le fait avec une super bonne intention, hein, mais en fait on l'aide pas. C'est comme si on lui disait tu n'es pas capable, je fais pour toi. Et en France, les gouvernements sont quand même vachement doués pour ça, quoi. Donc ça c'est la part, pour moi c'est le féminin négatif, quoi. Donc c'est intéressant de se libérer du masculin négatif, la compétition, le machisme, tous ces comportements odieux qu'on a beaucoup connus dans le passé et qu'on connaît malheureusement encore. Mais il faut aussi se libérer du féminin négatif pour développer la part positive de chacune de ces deux énergies. Et comment tu dirais que chaque individu est en capacité d'aller se connecter justement à sa partie positive et sous toutes ses dimensions? Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce Bien, qu'il doit faire? eh bien, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. Je sais bien. Déjà, oui, de l'extérieur, si on veut aider quelqu'un, de manière générale d'ailleurs, pas que sur ce thème-là, si on veut aider quelqu'un à développer une énergie positive, c'est mettre notre attention sur cette part de positif qui existe déjà en lui. C'est-à-dire, je sais pas, vous prenez le pire des machos, par exemple. Forcément, il y a au moins un moment dans sa vie ou dans sa journée, même si ça dure 5 secondes, où il va exprimer quelque chose d'autre que cette part masculine négative. Et si on voit ça en lui, et quelque part qu'on aime ça en lui, on va l'encourager à développer cette part-là, quoi. Donc il y a une force à la fois de la conscience posée sur quelque chose et aussi de l'amour qui accompagne ça, qui est quand même quelque chose de très puissant pour développer quelque chose, quoi, et notamment donc, quelque chose de positif. Donc ça, c'est vis-à-vis des autres. Par rapport à soi-même, j'ai un peu l'impression que la première étape, c'est souvent une étape de conscience, quoi. C'est prendre conscience de là où on en est, prendre conscience de nos énergies, donc féminines, masculines, accepter. Accepter aussi quand moi, par exemple, il y a peut-être aussi quelque part une énergie masculine négative, une énergie féminine négative. Donc accepter, parce que si on refuse d'accepter, on se coupe de la conscience, hein. On va pas prendre conscience de ce qu'on n'a pas, de ce qui est pas agréable. Donc accepter, quoi, être juste vraiment un peu honnête avec soi-même en se disant, ok, j'ai le droit d'avoir des défauts, j'ai le droit d'avoir des parts d'ombre en moi qui ne demandent qu'à prendre la lumière, quoi. Donc je pense que la conscience, c'est quand même le premier point, quoi. Tu me C'est fais une piste penser de à, réponse, hein, mais c'est pas. tu me fais penser à une question qui nous fait évoluer dans les échanges. Euh, Souvent, on parle de ce chemin intérieur et, on a tendance à découvrir des chemins qui sont beaux, inspirants, lumineux. Et ce que tu soulèves là, c'est que oui, il y a tout ça, mais il y a parfois certains moments dans lesquels, bon, mais il y a des miroirs qu'on va devoir regarder. Et peut-être qu'ils grattent, peut-être qu'ils piquent. Parfois que oui, on va redécouvrir une nouvelle lumière, mais cette lumière, mais elle met en exergue qu'il y a un peu de crasse qu'il va falloir nettoyer et qu'après l'extase, il va falloir faire un peu de lessive. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de cet équilibre aussi, entre le fait que oui, le chemin de découverte intérieure est un chemin très stimulant, qui est très beau, mais qui requiert aussi un courage, puisqu'à certains moments, il va falloir être au rendez-vous du rendez-vous qu'on vient de prendre avec soi-même. Et là, des fois, il faut nettoyer certaines choses. Est-ce que tu peux nous parler de cette partie de l'expérience qui rend Oui, l'expérience complète et qui nous permet de réellement passer à une autre version de soi-même? pour moi, pour être lucide par rapport à cette part de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir, pour être lucide, il convient au préalable d'accepter nos imperfections, de se donner le droit à l'imperfection, à l'erreur, à l'échec, euh, accepter et comprendre qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être quelqu'un de bien, on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé des autres, et donc être gentil avec soi-même. En fait, tant qu'on n'est pas gentil avec nous-mêmes, on n'a pas nos parts d'ombre, quoi. On n'a pas envie de voir nos défauts, on n'a pas envie de, voilà, on ne veut pas avoir ça, quoi. Mais si on refuse de voir ça en nous, sachant que personne n'est parfait, donc on a tous des zones comme ça. Et si on refuse de les voir, ben on progressera pas. En fait, c'est juste dommage. Moi, j'ai tendance à valoriser, peut-être même à survaloriser l'évolution, quoi. C'est une valeur pour moi centrale, quoi, dans ma vie, quoi, l'évolution. Je suis passionné par l'évolution des gens, aussi ce qui me motive à écrire. Et je valorise énormément mon évolution, quoi. S'il y a un truc que je supporterais pas, c'est de stagner, quoi, dans ma vie.
dans mon évolution personnelle, psychologique, spirituelle. Mais pour évoluer, faut prendre conscience de ses failles, quoi. Donc être gentil avec soi-même. En fait, le problème, et ça c'est vraiment culturel, c'est on a tendance à... On a souvent été culpabilisé quand on était jeune. Alors c'est plus vrai pour les gens de ma génération que pour les jeunes d'aujourd'hui, hein. On a souvent été culpabilisé de nos défauts, quoi. Je me souviens quand j'étais gamin, je sais pas, je prenais la parole à table, mon père me disait, fais pas ton intéressant. Mm. Il voulait réprimer mon ego. C'est pertinent en soi, l'intention est bonne parce que l'ego est plutôt, même s'il a des fonctions positives, mais c'est plutôt quelque chose qui nous rend malheureux dans la vie. Donc oui, on gagne à se libérer de son ego, mais on ne se libère pas de son ego en le réprimant, quoi. Plus on réprime notre ego, plus il va vouloir survivre, quoi. C'est un peu comme tout dans la vie, d'ailleurs on tend à renforcer ce contre quoi on lutte, quoi. J'avais un échange en visio hier avec une personne qui veut écrire un livre pour lutter contre le mal. Et ensuite, après notre discussion, elle m'a envoyé un mail hier soir pour me dire, finalement, je vais pas lutter contre le mal, je vais vouloir partager le bien. Et je me suis dit, yes, bingo, elle a tout compris, quoi. Si on lutte contre le mal, on est sûr ça va aboutir à un renforcement du mal, quoi. C'est- mais je l'avais évoqué dans l'un de mes livres, je crois que les États-Unis ont commencé la lutte contre le terrorisme après, en 2001, hein, après l'effondrement des tours. Le terrorisme n'a cessé de se répandre dans le monde depuis le moment où ils ont décidé de lutter contre le terrorisme. Mm. Donc, il ne faut pas lutter contre notre ego, il ne faut pas lutter contre nos défauts. Être gentil avec nous-mêmes, se dire, OK, j'ai le droit d'avoir un ego, j'ai le droit d'avoir une partie de moi qui a une chose intéressante, j'ai le droit d'avoir une partie de moi qui, je sais pas, qui expérimente la colère, la peur, ou je sais pas, la prétention, je ne sais quoi encore. C'est OK, quoi. Je suis pas parfait, personne ne me demande d'être parfait. Dieu, si vous croyez en Dieu, Dieu m'a fait ainsi, donc voilà, c'est OK, quoi. Et je peux avoir envie d'évoluer sur certains points, quoi. Mais en étant gentil avec moi-même, quoi. J'ai le droit de pas être parfait. La douceur. Il y a un philosophe américain qui s'appelle Charles Eisenstein, qui a écrit de très beaux livres. Malheureusement, très peu sont traduits en français. Et dans l'un d'entre eux, il dit à un moment donné, parce que le livre est vraiment très profond, il a une vision pour moi très claire du monde, et il dit, mais n'exigez pas de moi, je sais plus comment il le formule, mais grosso modo, il dit, n'exigez pas de moi d'être exemplaire par rapport à ce que je prône. Donc il est super lucide, quoi. Il dit, voilà, ça c'est le monde idéal, je sais que c'est comme ça qu'il faudrait vivre, comprendre la vie, etc., mais ne me demandez pas, moi, d'être totalement aligné par rapport à ça, quoi. Donc il est gentil avec lui-même, il éprouve même pas le besoin de faire semblant, quoi. Ouais. Ça, je trouve, c'est une grande humilité. Nous avons fait un voyage, et c'est les voyages que l'on fait avec tes livres. C'est un véritable voyage de conscience dans lequel on se découvre à travers plein de perspectives, toujours cet angle positif, parce que il y a toujours même, je me rappelle ton livre sous le philosophe qui n'était pas sage, c'est un livre qui a été dur pour moi à lire, Hmm. et en même temps, ce miroir permanent de comment ce virus rentre dans ce peuple pur. Il y a toujours ce message partout, même quand il était dur de lire, il y a toute cette force positive du message que tu transmets. Et finalement, deux façons de voir le monde, c'est très dichotomique, mais à l'enfer, les différentes réponses que tu donnes, tu concentres même le macho, il a 1% peut-être, mais si tu regardes ce 1% et tu l'aimes, mets de la lumière là où on le peut mettre, tu as parlé d'amour, tu as parlé de cette ouverture, écoute, euh, quelle part a en toi cette philosophie de, d'apporter la lumière là où tu vas, que ce soit à l'intérieur de toi ou autour de toi, et quel impact penses-tu que tu as sur l'être que tu es aujourd'hui et que tu es devenu aujourd'hui? Ah bah c'est parce que moi j'ai fait un chemin, je suis parti d'une situation où j'étais plutôt à l'opposé en fait. Moi quand j'étais adolescent, j'étais très négatif, très critique. Bon déjà je ne m'aimais pas, j'aimais pas les gens, je me définissais volontiers comme misanthrope, j'avais une sorte de snobisme. J'avais pas mon pareil pour voir tous les problèmes partout et tous les défauts des gens surtout. J'avais plus de mal à voir mes défauts à moi, mais donc j'étais très négatif, je crois. Et en fait, j'ai eu un insight à un moment donné. Alors comment est venu cet insight, enfin, cette prise de conscience, pardon? Je ne sais pas. C'est fort, hein, je ne sais pas répondre aux questions que je pose moi-même, quand même. Mais non, parce que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas d'où c'est venu, mais il y a eu une bascule à un moment donné. Il y a eu une bascule. Bah si, je sais, bien sûr. Si, c'est à partir du moment où j'avais commencé à me former en psychologie. Ce qui n'est pas du tout ma formation initiale. Moi, j'ai une formation économique et financière.
Et quand j'ai commencé, parce que je me suis fourvoyé dans une voie qui n'était pas la mienne, hein, donc quand après j'ai versé dans la psychologie, et je me suis mis à devenir boulimique de bouquins de psycho, puis de formation, j'ai appris comment fonctionnait un être humain, j'ai appris comment je fonctionnais. Et à ce moment-là, j'ai découvert un jour, mais ça vraiment, c'était assez fort, que j'aimais les gens, en fait. Je me suis dit, mais finalement, j'aime les gens. Alors ça peut vous sembler tout à fait banal, hein, pour vous, hein. Mais pour moi, je vous assure que c'était une révélation, parce que, parce qu'avant, je les aimais pas. Avant, vraiment, je prenais le métro, j'allais regarder tout le monde, j'allais me dire, ils ont tous des têtes de cons, enfin, c'était terrible, que j'étais en un jugement permanent, très jeune, hein. Et donc, je suis passé du tout au tout. Mais vraiment du tout au tout. Aujourd'hui, je peux pas m'empêcher d'aimer les gens, même quand ils ont des comportements problématiques, je dirais, et qui font qu'ils sont rejetés de tous. J'arrive à comprendre ce qu'il y a derrière. Alors, pas toujours, hein, il y a des questions, il y a des gens, je pense que j'ai du mal à aimer. Mais d'une manière générale, on va dire, j'arrive à voir ce qui est derrière. Quelle est la croyance derrière qui peut amener le comportement problématique qui fait suer tout le monde. Donc j'arrive à avoir de l'empathie même avec quelqu'un qui est pénible avec moi. Pas toujours, hein, je suis pas un saint, loin de là. Mais en tout cas, j'ai vécu cette bascule. Du coup, j'en ai oublié ta question, mon cher Iker. Non, tu l'as parfaitement répondu. Est-ce que ça te dirait, pour finir l'interview, on échangeait avec Virginie et on parle de ce chemin de conscience, cette lumière dont on a parlé, que tu viens d'illustrer. Mais qu'en est-il de ta perception de cette notion de conscience collective? Comment pouvons-nous relier les uns aux autres et cette part d'intuition dont on a parlé tout à l'heure aussi, est-ce que ça s'exprime pas aussi dans quelque chose qui dépasse l'individu et qui rentre quelque chose de collectif? Est-ce que c'est un sujet très très vaste, donc je m'arrête là pour Oui, oui, te oui. laisser. Comment tu appréhendes cette question de conscience collective? Tu es très doué pour poser des questions d'une rare profondeur, mon cher Iker. Merci Ouais, Laurent, non, je sais pas. mais c'est super pertinent parce qu'en fait, l'être humain se croit indépendant, indépendant dans le sens coupé des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes dotés, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, d'un ego. Et l'ego, au sens philosophique du terme, hein, c'est cette partie de nous qui veut nous faire croire on est différent des autres. Et puis, si possible, qu'on est meilleur que les autres, plus beau, plus grand, plus intelligent, plus tout ce que vous voulez. Et c'est ça qui nous pousse dans la vie, d'ailleurs, à avoir peut-être de meilleurs résultats que les autres, à briller plus que les autres, à se distinguer d'une manière ou d'une autre. Or, c'est une illusion énorme. Certes, chacun de nous existe individuellement en tant que personne. Voilà, il a un corps qui ne fusionne pas avec le corps des autres, sauf en certaines circonstances. Mais ça s'arrête là, je dirais. C'est là, il y a quelque chose qui nous relie et qui est en effet un niveau spirituel, qui peut peut-être, mais je suis pas physicien, s'expliquer à un niveau physique, puisqu'il semblerait que nos corps soient tous constitués à l'origine de poussière d'étoiles, et donc finalement on aurait quand même beaucoup de points communs, on serait constitués tous de la même matière, ce qui n'est pas forcément anodin, parce que si on est constitué de la même matière, il y a quand même des choses qui nous relient, hein. On le sait notamment depuis les travaux d'Alain Aspect, ce grand physicien que je citais dans l'un de mes livres, d'ailleurs sur l'intuition, Intuitio. Je citais les travaux d'Alain Aspect, et 2 ans après la publication de mon livre, il a eu le prix Nobel. Bon, mon livre n'y est pour rien, bien sûr. Il a eu le prix Nobel pour ses travaux sur l'intrication quantique, où il nous explique qu'on peut avoir deux particules qui ont été reliées à un moment donné, qui sont ensuite complètement séparées, donc éloignées, et quand vous agissez sur l'une d'elles, l'autre réagit instantanément, pas avec un petit décalage, c'est simultané. Donc en fait, à partir du moment où on a été relié à un moment donné, on reste relié. Je ne suis pas physicien, donc j'extrapole sans doute, mais c'est la philosophie, on va dire. C'est vrai aussi dans notre corps, d'ailleurs. Mon père, qui lui était un chercheur en physiologie, m'avait expliqué que c'était les mêmes cellules qui se divisaient au moment de la formation de l'embryon pour former le cerveau et pour former la peau. Et en fait, c'est toujours lié maintenant. Pourquoi? Parce qu'on sait bien quand on a un problème psychologique, une peur, une angoisse, etc., ça se retranscrit sur la peau. Un adolescent qui a peur, qui est pas bien, qui est stressé, il va avoir de l'acné. C'est pas un hasard. C'est parce que les cellules de la peau ont été à un moment donné issues de la même cellule que les cellules nerveuses. Donc, pour revenir à cette notion d'ego, il y a quelque chose qui nous relie, qui est très fort, d'accord, qui a un niveau spirituel. Moi, mon sentiment, je peux pas le prouver, et ça c'est pas scientifique, mais c'est un sentiment. Je pense que
nos consciences individuelles sont en fait quelque part une sorte de fragment d'une conscience collective. Et je pense que d'ailleurs, quand on vit des choses comme la méditation, tu parlais de méditation tout à l'heure, Claire, quand on vit des choses comme la méditation, comme la prière, etc., voire même comme la danse collective, hein, quand les gens vont danser dans une boîte de nuit, une soirée ou autre, en fait, c'est qu'on recherche cette fusion qu'on a perdue en se coupant des autres. Voilà, beaucoup de gens, et j'en fais partie, ont plaisir à méditer en groupe, à prier en groupe, ou à danser en groupe, à chanter en groupe, parce qu'on fusionne à un moment donné, on partage au même moment la même émotion et les mêmes sensations. Et on sait que c'est quelque chose qui nous rend heureux. Ah, les gens qui pratiquent ce genre d'activité vous diront, ça nous rend heureux. Si ça nous rend heureux, c'est que je pense quelque part, ça nous réconcilie avec ce qui est sans doute notre nature première. Donc ça, c'est ma vision en fait d'un lien entre les consciences. Après, tu évoquais la notion d'inconscient collectif. Ça, moi, j'ai la preuve aujourd'hui que ça existe. Pourquoi? Parce que moi qui me suis intéressé à des domaines parfois un peu novateurs, je me suis formé par exemple à la PNL il y a 30 ans, je me suis formé à l'énéagramme à une époque où on n'en parlait pas du tout, je me suis formé à l'hypnose là où à une époque où pareil, c'était pas du tout répandu. Et puis je me suis formé à l'intuition il y a 8 ou 9 ans alors qu'on n'en parlait pas à l'époque. Et les formateurs de chacune de ces disciplines vous direz que quand ils ont lancé leur activité, qu'ils formaient des gens, les gens avaient beaucoup de mal à apprendre. Ils avaient beaucoup de mal à apprendre la PNL, l'énéagramme ou encore l'intuition. Alexis Champion me le disait au début, c'est difficile parce que ce sont des disciplines qui sont pas faciles en effet à acquérir. Ça demande des gros efforts et les gens ont du mal. Sauf qu'au fil des ans, les gens apprennent de plus en plus facilement. Et l'explication qu'on peut donner à ça, c'est qu'ils profitent des acquis des autres. Parce que d'autres ont fait le chemin pour eux et ont développé des compétences qu'on pourrait croire tout à fait individuelles dans un corps séparé, quoi. Parce qu'eux, ils ont réussi à traverser ça et à apprendre. Eh bien, d'autres apprennent beaucoup plus facilement. Tu nous fais C'est rire, super Laurent, avec intéressant. ça, parce que là, tu traverses quand même quelque chose. Je fais une parenthèse parce que là, ça nous fait rire tous les deux. Je vois Parce ça, ouais. que dans notre aventure professionnelle partagée et puis notre aventure de vie aussi amicale avec Iker, Iker a toujours été chez nous, dans notre groupement d'individus, un petit collectif, celui qui avait besoin d'apprendre des trucs, d'aller faire la formation, de lire l'encyclopédie entière sur tel sujet, etc. Et en fait, il rigolait tout le temps parce qu'il disait, mais on dirait qu'en étant à côté de moi qui ai appris ce truc-là, c'est comme si vous aviez appris par résonance, tu vois? Et en fait, c'est un truc sur lequel on rigole tout le temps. En fait, Ouais. hein, Ika? Et là, tu viens de le matérialiser. Enfin, ça me fait rire, pardon, Oui, hein, oui, mais oui. Ouais, en plus, il y a vraiment oui, mais oui, j'aime beaucoup cette explication. Mais c'est vrai qu'avec Virginie, on était un groupe très proche. Moi, quand j'étais passé, j'ai fait le burn-out, je suis fini à l'hôpital, j'ai fait une EMI. Et quand je suis revenu, tout était ouvert. J'entendais les pensées, je sentais les émotions. J'étais à l'intérieur des personnes, mais à l'extérieur et au même volume que si c'était les miennes propres. Ça a été un parcours très difficile de comprendre ce qui s'est passé, mettre de l'ordre là-dedans. Mais une fois que je commence à mettre de l'ordre là-dedans, je dis, attends, attends, attends. Moi, je suis dirigeant d'entreprise, j'ai un certain nombre d'entreprises, je vais à un appel d'offres, j'entends ce que le mec en face est en train de penser. Tu me diras si c'est pas un avantage, ça, au moment de présentation de ton appel d'offres. Et là, je disais à Virginie, qui était mon bras droit, je dis, Virginie, mais ça, est-ce qu'il faut passer par l'hôpital? Est-ce que l'on peut réellement travailler ça? Est-ce que je peux t'apprendre ça? Et ça a commencé comme ça une aventure et on était un groupe de proches auquel on travaillait tout ça. Et moi, il y avait un truc je bossais, moi j'étais vraiment le staccanoviste, je bossais, et eux tranquilles, hein, c'était la vie. Et ils faisaient rien, et pop, ils se mettaient, mais toujours à niveau. Jamais ils me dépassaient. Je dis, mais tu peux pas me dépasser, aller me faire moi découvrir. Et là, tu apportes un éclairage qui rajoute à une autre histoire, et c'est que au début, on a vécu ça vraiment un noyau dur entre nous. Mais après, à un moment donné, tu dis, bon, est-ce que, à un moment donné, on voit qu'effectivement, il y a des choses qui se partagent entre nous, mais on vit tout le temps ensemble, en fait. On est très proches, on passe des heures et des heures, des journées, on voyage ensemble. Donc, à un moment donné, il y a peut-être une patte qui se prend. Est-ce que je peux travailler avec des inconnus et leur apprendre ça? Et c'était dans cette quête de questionnement, de curiosité intellectuelle. Et donc, je commence à travailler avec des connaissances. Et il y avait un truc exactement ce que tu décris. Et moi, il y a un truc que je comprenais pas. Je dis, mais moi, pour arriver là, il m'a fallu des années.
Et l'autre, il arrive et en 3 jours, ils vont dire le même résultat. Et là, tu vois la guerre intérieure, tu sais, ton ego qui dit: «Non, non, 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 c'est pas normal» et à un moment donné, non, 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 il te dit que de la merde. Regarde la réalité. Oui, ça va beaucoup plus vite et plus on avance et moi j'hallucine avec Virginie parce que maintenant je te parle de ces aventures, ils ont 15-20 ans et je dis: «Mais Virginie, c'est hallucinant. Les choses qui s'éveillent, mais en un claquement de doigts aujourd'hui, dans une audience, un moment de conférence, vraiment dans des moments qui requièrent très peu de préparation, et il y a des choses qui émergent et je ne sais pas ce qui est en train de se passer et tu viens de me donner une pépite là. Une pépite dans cette, notion d'inconscient collectif qui peut donner une explication de pourquoi c'est plus fluide, plus facile. Ce qui ça nous permet de rattraper avec l'interview. Excuse-moi cet envolé parce que je me suis enthousiasmé avec. Mais C'est sûr. c'est un énorme espoir en fait. Parce que c'est comme si le travail ardu au début, on le fait en staccanovistes et à un moment donné, parce que en étant de plus en plus nombreux, on rend l'accessibilité, je ne dis pas un l'individu, mais tous ensemble, l'accessibilité devient plus simple, ce qui, la pure notion de changement de paradigme positif, qui est tout ce qu'on a partagé, ce que l'on vit avec tes livres, ben, elle devient beaucoup plus plausible, voire même plus que réaliste à travers cette perspective. J'adore cette analyse d'espoir. Ouais, Tu ouais, ouais. heu, en fait, je me parle à moi-même. Non, mais c'est une chouette illustration. C'est, un très, très beau moment, un très, très beau moment que nous avons partagé. C'est, comme je te disais au tout début, c'est un moment qui est spécial et c'est une interview qui vraiment je la vis dans mon cœur et je suis ravi de la vivre avec Virginie aussi, parce que c'est elle qui m'a offert ton premier livre et qui m'a dit texto: «Lis ce livre, ça te fera du bien». Et donc, 15 ans plus tard, on est là et merci beaucoup. C'était beau, c'était riche, c'était inspirant et nous sommes ravis. Tu as bien compris, Laurent, qu'on aurait pu parler 2 heures encore. Oui, je regardais l'heure et je dis: «C'est il est demi». Le temps passe vite avec vous. Merci beaucoup Laurent. Merci, merci beaucoup Virginie, merci Claire, c'était un plaisir. Très, très bon moment, très, très bon moment.